Maman a vidé mon compte épargne pour cacher sa honte familiale, et voici comment j'ai repris le contrôle. J'étais tellement excitée de déménager à Paris, enfin ma vie d'adulte. Quand j'ai voulu retirer l'argent de mon compte épargne, rien. Ma mère avait tout pris. Pourquoi faire? La honte. C'était censé être le début du reste de ma vie. Paris, mon propre appartement. L'indépendance, enfin. Depuis des mois, je me voyais déjà flâner le long de la Seine, découvrir des petites librairies cachées, boire des cafés en terrasse, sans avoir à demander la permission à personne. J'avais 22 ans, fraîchement diplômée, et j'avais trouvé un super job dans une start-up dynamique. Tout était aligné, sauf un détail, et de taille. L'argent. Enfin, détail est un bien grand mot. C'était plutôt la fondation de tout mon projet. Depuis des années, mes grands-parents avaient mis de l'argent de côté sur un compte épargne à mon nom. Pour tes études, ou pour démarrer dans la vie, qu'ils disaient. Mes parents, eux, n'avaient pas vraiment les moyens de me gâter, mais ce compte, c'était un peu mon trésor de guerre. Ma mère gérait tout ça, bien sûr. Tant que tu es sous notre toit, c'est plus simple, avait-elle dit quand j'avais eu 18 ans. Je n'avais pas vraiment prêté attention. J'avais confiance. C'était ma mère, après tout. Alors, quand j'ai enfin trouvé l'appartement de mes rêves dans le 11e arrondissement, un petit studio charmant avec un balcon filant, j'ai appelé ma mère. « Maman, c'est bon, j'ai trouvé. Il faut que je fasse le virement pour la caution et le premier mois de loyer. Tu peux me donner les détails du compte épargne ?» Sa réponse m'a d'abord paru étrange. Elle a hésité, a toussé, à marmonner quelque chose sur des papiers à retrouver, et qu'elle me rappellerait. Ça ne lui ressemblait pas. Ma mère est du genre organisé, voire maniaque. Les papiers, elle sait toujours où ils sont. Le lendemain, toujours pas de nouvelles. J'ai commencé à m'inquiéter. J'ai rappelé. Cette fois, elle a décroché au bout de quelques sonneries, mais sa voix était tendue. « Écoute chérie, il faut qu'on parle. Tu peux venir à la maison ce soir ?» Son ton m'a glacé le sang. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à imaginer quoi. Un accident? Un problème de santé? J'ai passé l'après-midi à me torturer l'esprit, à imaginer les scénarios les plus catastrophes. Le soir, quand je suis arrivée chez mes parents, l'atmosphère était pesante. Mon père était assis dans le salon, le visage fermé, et ma mère arpentait la pièce, l'air agité. Elle m'a fait signe de m'asseoir et a commencé à parler d'une voix monocorde, comme si elle récitait un texte appris par cœur. « Écoute ma chérie, c'est compliqué. Il y a eu un imprévu. » « Un imprévu? Quel genre d'imprévu? Maman, qu'est-ce qui se passe? » J'ai senti mon cœur battre la chamade. Elle a pris une grande inspiration et a lâché, d'un trait. « L'argent du compte, il n'y est plus. » Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai cru que j'avais mal entendu. « Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire par « il n'y est plus » ? Ma mère a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. J'ai dû l'utiliser. Utiliser? Pourquoi faire? Maman, c'est mon argent. L'argent que papy et mamie ont mis de côté pour moi. La colère commençait à monter, remplaçant l'inquiétude. Elle a murmuré quelque chose d'incohérent sur des problèmes, des dettes, des soucis financiers. Mon père est resté muet, le regard fixé sur ses chaussures. J'ai tourné la tête vers lui, espérant un éclaircissement, une explication rationnelle. Rien. Le vide. Maman, sois claire. Où est passé mon argent? Combien? Tout. Ma voix tremblait, mais je voulais des réponses, des détails. Elle a fini par avouer avec force détails embarrassants et un flot de justifications vaseuses. André, pour faire court. Ma mère, poussée par une honte sociale maladive et une peur panique du jugement des autres, avait utilisé l'intégralité de mon épargne pour éponger une dette de jeu de mon oncle, son frère aîné, le mouton noir de la famille. Mon oncle, tonton Bernard, c'était un peu le boulet familial. Toujours des combines foireuses, des promesses non tenues, des dettes qui s'accumulaient. Ma mère l'a toujours couvert, protégé, justifié. « C'est mon frère, il a besoin d'aide », disait-elle. Sauf que cette fois, son aide se faisait à mes dépens, à mon propre détriment et sans même me consulter. La somme exacte? Plus de 15 000 euros. 15 000 euros envolés en fumée pour épargner à ma mère la honte d'avoir un frère criblé de dettes. 15 000 euros qui représentaient mon avenir, mon indépendance, ma liberté. J'étais anéantie, trahie, volée.
Le choc était d'autant plus violent que ça venait de ma propre mère, la personne en qui j'avais le plus confiance au monde. J'avais toujours cru que ma famille était un roc, un refuge sûr. Et voilà que le roc s'effondrait, m'écrasant sous ses décombres. La discussion qui a suivi a été chaotique, douloureuse, stérile. Ma mère pleurait, se justifiait, promettait de me rembourser dès qu'elle pourrait. Mon père restait silencieux, le regard fuyant, comme s'il voulait disparaître sous le tapis. Moi j'étais pétrifiée, incapable de réagir, de comprendre. Je suis rentrée chez moi dans un état second. Toute la nuit, j'ai tourné et retourné dans mon lit, hantée par l'image de mon compte épargne vide. Les larmes coulaient sans discontinuer. La colère, la tristesse, le dégoût, tout se mélangeait dans un cocktail explosif. Le lendemain, je me suis levée avec une gueule de bois émotionnelle et une seule idée en tête. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Je ne pouvais pas accepter de me faire voler mon avenir sans rien faire. Laisser ma mère s'en tirer à si bon compte. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas normal. J'ai pris une décision radicale. J'allais porter plainte. Porter plainte contre ma propre mère? L'idée me déchirait, mais je ne voyais pas d'autre solution. Il fallait qu'elle comprenne la gravité de son geste, qu'elle prenne conscience des conséquences de ses actes. Et il fallait que je récupère mon argent, tout simplement. J'ai passé la matinée à chercher un avocat spécialisé en droit de la famille. J'ai trouvé un cabinet réputé, non loin de chez moi. J'ai pris rendez-vous pour l'après-midi même. L'idée de raconter toute cette histoire à un inconnu me mettait mal à l'aise, mais je n'avais pas le choix. Maître Dubois, l'avocate que j'ai rencontrée, était une femme d'une 50aine d'années, le regard vif et rassurant. Je lui ai exposé mon problème, la voix tremblante, le cœur serré. Elle m'a écouté attentivement, sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai eu fini de parler, elle a soupiré et a dit « Je comprends votre situation, mademoiselle. C'est délicat, mais juridiquement, votre mère a commis une faute. L'argent sur ce compte était à votre nom. Il était destiné à votre usage personnel. Elle n'avait pas le droit de le dépenser sans votre accord. » Ces mots ont résonné en moi comme une validation. Je n'étais pas folle de réagir ainsi. J'avais le droit d'être en colère. J'avais le droit de me défendre. Maître Dubois m'a expliqué les différentes étapes de la procédure, les chances de succès, les coûts potentiels. Elle a été claire, honnête, professionnelle. Après 1 heure de discussion, j'ai pris ma décision. J'ai engagé une action en justice contre ma mère. La réaction de mes parents quand je leur ai annoncé ma décision a été prévisible. L'incompréhension totale, la colère, le chantage affectif. « Tu vas vraiment faire ça à ta propre mère? Tu vas la traîner devant les tribunaux? Tu nous couvres de honte. » Les reproches fusaient, aigres et blessants. J'ai tenu bon. Je suis restée ferme, calme, déterminée. « Vous avez franchi une ligne rouge, leur ai-je dit. Vous avez volé mon argent, mon avenir. Je ne peux pas l'accepter. Je dois me défendre. » La procédure a été longue et pénible. Les confrontations avec mes parents ont été douloureuses, empreintes de reproches, de larmes, de silence pesant. Mon père, toujours aussi passif, se contentait de hocher la tête et de murmurer « C'est vraiment dommage ». Ma mère, elle, oscillait entre la victimisation « Tu me brises le cœur » et l'agressivité « Tu es ingrate, égoïste ». Mais au fond de moi, je savais que j'avais pris la bonne décision. Je ne me laisserais plus marcher dessus. Je ne me laisserai plus dicter ma conduite par la peur du jugement social ou le chantage affectif. J'avais le droit de me faire respecter, de défendre mes intérêts. Le procès a eu lieu quelques mois plus tard. Maître Dubois a plaidé avec brio, exposant les faits avec clarté et fermeté. L'avocat de ma mère a tenté de minimiser les faits, de présenter ma mère comme une victime des circonstances, mais le juge n'a pas été dupe. Le verdict est tombé. Ma mère était condamnée à me rembourser l'intégralité de la somme, majorée des intérêts légaux. Une victoire certes, mais une victoire amère. Gagner un procès contre sa propre mère, ce n'est pas vraiment une source de joie. Après le jugement, les relations avec mes parents ont été glaciales, quasi inexistantes. Ma mère me considérait comme une ennemie, une traîtresse. Mon père, lui, se contentait de m'éviter, comme si ma présence lui rappelait sa propre impuissance. Je me suis installée à Paris, comme prévu, grâce à un prêt étudiant et à quelques petits boulots. Les débuts ont été difficiles,
Mais je tenais bon. J'étais déterminée à reconstruire ma vie, à prouver que je pouvais me débrouiller seule, sans l'aide de personne. Paradoxalement, cette épreuve douloureuse m'a rendue plus forte, plus indépendante, plus sûre de moi. J'ai appris à ne plus me laisser manipuler, à dire non quand c'était nécessaire, à défendre mes convictions. J'ai aussi appris à relativiser le jugement des autres, à ne plus me laisser paralyser par la peur de la honte familiale. Quant à ma mère, je ne sais pas si elle a vraiment compris sa faute. Peut-être qu'un jour, avec le temps, elle réalisera l'étendue des dégâts qu'elle a causés. Peut-être qu'un jour, on pourra renouer un dialogue apaisé. Pour l'instant, la distance est nécessaire. Pour moi, pour elle, pour nous tous. Aujourd'hui, je vis ma vie parisienne à fond. Je travaille, je sors, je découvre, je construis mon avenir, brique par brique. L'argent du procès, je l'ai mis de côté sagement sur un nouveau compte épargne, bien à moi cette fois. Il fructifie doucement, symbolisant ma nouvelle indépendance, ma liberté reconquise. Et la collection de sacs de luxe de ma tante Bernardine, l'épouse de mon oncle. Elle a perdu de son lustre à mes yeux. La vraie élégance, la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on est capable de construire par soi-même. Et ça, c'est une leçon que ma mère, bien malgré elle, m'a appris.